Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pas un de moins. Aujourd'hui, je reçois Laura, biographe aux multiples ressources. Avec sensibilité et justesse, Laura écrit des récits de vie pour celles et ceux qui souhaitent transmettre leurs histoires, laisser une trace ou simplement se reconnecter à eux-mêmes. Mais Laura ne s'arrête pas là. Elle utilise aussi l'écriture comme un véritable outil thérapeutique pour penser les blessures, explorer ses émotions et libérer sa parole. On parle de mémoire, de résilience, de transformation et de la puissance de l'écriture quand elle devient un chemin de guérison. À écouter absolument si vous vous demandez ce que votre histoire a à dire et à qui. Bonne écoute! Bonjour Laura. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va, nickel. Ça va, t'es en forme? Ça va, prête pour ce bel échange. Trop bien. Eh ben écoute, on va commencer par une question un peu légère. Si tu devais décrire ton rapport à l'écriture en une image ou un mot, ce serait quoi? L'image qui me vient, c'est le fil rouge conducteur de ma vie. Parce que clairement, l'écriture est là depuis mon enfance et encore présente aujourd'hui. Et elle est là à chaque étape, que ce soit des moments heureux ou malheureux, professionnels ou personnels. Donc l'écriture est en moi, en fait. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter aussi comment l'écriture est entrée dans ta vie? Oui, donc moi c'est Laura, je suis biographe pour les particuliers aujourd'hui. Ça fait depuis 3 ans que je suis à mon compte et que je prends plaisir à écrire la vie des gens et à le mettre sous forme de livre. Je suis aussi art thérapeute où j'utilise l'écriture comme thérapie et j'anime des ateliers d'écriture créative donc pour permettre aux personnes d'écrire de la fiction mais sans trop de pression justement par rapport à l'écriture. Après, depuis quand j'écris, j'ai pas une date précise. Donc depuis toute petite, j'aime l'écriture et je pense que c'est parce que j'aimais beaucoup la lecture aussi. Quand j'étais petite, je me mettais déjà à écrire des poèmes à l'école et aussi en dehors de l'école, notamment pendant les vacances, quand j'allais dans un lieu qui me touchait particulièrement. Je me souviens d'un poème que j'ai écrit quand j'étais en classe de mer en CM2 et face à l'immensité des vagues et des bancs de sable, je me suis mise à écrire un poème que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs chez moi dans une petite boîte souvenir. Et en fait, il y a aussi un côté où durant toute mon enfance et adolescence, on m'a beaucoup félicité pour ça, pour l'écriture. Et c'est devenu une part entière de ma personnalité en fait. Hmm. C'est le fait aussi qu'on t'a encouragé, peut-être qui t'a permis de continuer à écrire. Ça t'a aidé, ça, du coup? En fait, oui, parce que c'était vraiment ce truc où j'étais pas définie, mais où en tout cas on disait Laura, elle est douée pour l'écriture. Hmm. Et j'ai tiré le fil de ça et me dire ok, jusqu'où je peux aller avec l'écriture. Alors j'ai eu forcément à un moment donné le rêve d'être une romancière à succès ou d'être une star. Mais chaque chose en son temps, hein. J'ai encore le temps de l'être. Il y a des stars à 40 ans, 50 ans. J'en suis pas encore là. Mais ouais, et l'écriture, j'aime bien le fait de pouvoir faire en sorte que ça aide les autres et que ça m'aide moi aussi en même temps. Hmm. Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit je veux écrire, ou c'est vraiment venu au fur et à mesure Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic, ou vraiment c'est ce que tu disais, ça a été plein de petites actions qui t'ont conduite Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu un jour J où je me suis dit waouh, je veux me mettre à écrire. C'est quelque chose qui s'est fait plutôt naturellement dans mon enfance. Et à l'adolescence, vient forcément la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et à cette époque-là, à la fin du collège, je voulais absolument être journaliste. Et j'avais que ça en tête, que ce métier, c'était mon métier de rêve. Du coup, j'ai passé les concours, j'ai passé 3 ans d'études en tant que... Enfin, j'ai fait les études en journalisme. Et finalement, une fois que j'étais à l'école et dans le monde du travail, je me rendais compte que ça me plaisait pas. Genre, super, j'ai fait toutes ces années d'études pour rien. Enfin, pour rien. Non, on va le voir après que c'est vraiment pas pour rien que j'ai fait tout ça. Et j'ai fait un bilan de compétences et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, j'ai envie d'être biographe et art thérapeute. Hmm. Et pourquoi l'écriture, du coup? Est-ce qu'il y a d'autres arts qui auraient pu t'intéresser de la même manière? Mais pourquoi, ouais, pourquoi l'écriture? L'écriture, j'aimais beaucoup, notamment quand j'étais au collège, pouvoir écrire sur des faits historiques, pouvoir laisser libre cours à mon imagination aussi quand il y avait des rédactions de français. Enfin, je me souviens à l'époque, tout le monde était en oh non, pas la rédaction de français. Moi, genre oh oui, si. L'autre art aussi que j'apprécie particulièrement et que je continue toujours de faire aujourd'hui, c'est le théâtre.
Et finalement, on voit qu'entre l'écriture et le théâtre, bah, il y a forcément un lien, parce qu'en fait, dans le théâtre, on écrit une histoire, mais qui se joue aussi corporellement. Alors que l'écriture, il y a ce côté où tu prends le temps de poser les mots sur le papier, de te relire, de réécrire si besoin. Alors que le théâtre, il y a surtout, moi je fais du théâtre d'improvisation aussi, donc c'est vraiment sur le vif, être à l'écoute des autres partenaires de jeu et créer une histoire ensemble. Et dans l'écriture aussi, j'adore écrire à plusieurs. J'ai plus de mal à écrire seule qu'à écrire à plusieurs, finalement. Et comment ça se passe quand vous écrivez à plusieurs? Du coup, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ouais. En fait, écrire à plusieurs, par exemple, quand on est à deux, il y a une personne qui démarre le début d'une histoire et en fait l'autre personne qui reprend la suite. Et on fonctionne comme ça, chapitre par chapitre, un peu comme si c'était des personnages qui avaient différents points de vue pour finalement aller à une histoire globale. Et après, on voit ensemble qu'est-ce qu'on a envie de modifier, d'ajouter, de supprimer. Et finalement, j'ai plus d'inspiration quand c'est l'histoire des autres aussi, notamment dans mon métier de biographe, en fait, parce que quand j'interroge les clients sur leur histoire de vie, en fait, c'est leur matière première que je prends et que je réécris ensuite. Et forcément, comme toute écriture, c'est difficile de faire sortir du chapeau une idée sur une page blanche, en fait. Il faut forcément un point de départ, une inspiration. Et l'inspiration, elle vient des histoires que j'entends. Elle vient aussi des fois d'une image, d'un nouveau lieu, d'une découverte. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire. C'est rare de voir une personne avec rien du tout, une feuille blanche et démarrer l'histoire, quoi. Et tu ressens quoi du coup quand t'écris? Ça te procure quoi comme émotion? De la détente déjà, parce qu'en fait, comme toute activité créative, tu es concentré sur une tâche. En fait, t'es pas une fois que t'es, ça peut être dur au démarrage de dire mais attends, mais qu'est-ce que je vais écrire, comment, dans quel sens. Mais une fois que tu prends le temps de ça, eh bien, tu penses à rien d'autre. Et il y a un peu un côté exutoire aussi, notamment quand j'aime beaucoup écrire par rapport à mes émotions. J'écris dans un journal intime, voilà, c'est pas réservé qu'aux ados, ok. C'est bon de le savoir. Non, mais clairement, parce qu'en fait, ce que j'adore dans ce format-là de journal intime, c'est que j'écris autant, entre guillemets, des mauvais moments où j'ai besoin d'avoir un peu cet exutoire, que des bons moments. Et en fait, j'adore relire 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Ah oui, c'est vrai, il s'est passé cet après-midi-là, avec ces amis-là, on a été à un super endroit, et avoir des blagues de noter ou des anecdotes, et que justement, on puisse garder ça à vie. En fait, une fois que c'est écrit, déjà, ça libère un peu de mémoire vive du cerveau. Il n'y a pas besoin de se répéter plusieurs fois. Alors, faut que je me rappelle de ça, faut que je me rappelle de ça, faut que je me rappelle de ça. Bah non, en fait, c'est déjà écrit. Donc, tu peux y revenir après. Et pour le côté émotionnel, il y a un peu, pareil, c'est un peu déposer le brouillard mental et le mettre sur une feuille. Ça, je dis pas que c'est magique et que ça libère absolument de tout, mais il y a quand même un dépôt qui est fait sur le papier et qui libère d'une certaine manière. Et ça peut aider aussi à prendre conscience peut-être de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et de nous. Clairement. Clairement, enfin, parce qu'effectivement, comme je le disais, il y a un moment donné où je doutais de ma voie professionnelle, parce que je suis passée de journaliste à biographe. Bon, il y a le lien toujours de l'écriture, mais en fait, il y a plusieurs fois où j'écrivais dans mon carnet et je disais ah mais je sais pas si je devrais rester en journalisme, mais c'est un peu le cœur versus la raison qui parlait. Des fois, c'était le cœur en mode mais non, mais j'ai pas envie de rester, et la raison qui dit mais si, tu dois rester, t'as fait les études, t'as le salaire qui va avec et tout ça, donc continue. Et en fait, quand je relis ces passages-là aujourd'hui, je me dis, bah oui, en fait, il y avait déjà l'instinct qui était là de partir, mais que j'avais mis un peu sous le tapis et que j'avais pas envie de faire sortir parce que ça faisait peur, en fait, d'aller dans l'inconnu. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai relu un passage où j'écrivais le meilleur scénario et le pire scénario dans chaque cas. Ah, c'est intéressant ça aussi. Et ce que je kiffe vraiment, c'est que ça, c'était il y a 4 ans que j'ai écrit ça. Et aujourd'hui, je suis dans le meilleur scénario d'un point de vue pro. Trop bien. Où j'avais écrit, justement, j'ai envie d'être dans un métier qui me passionne et dans lequel je peux avoir du temps libre pour aller faire du sport, continuer mes activités culturelles, donc l'écriture et le théâtre, et pouvoir m'épanouir et aider les autres. Et c'est clairement ce que je fais et je suis trop contente de ça. Ça rejoint un peu la question que j'allais te poser du coup, c'était quel sujet ou quelle émotion reviennent le plus souvent dans ce que tu écris? Est-ce que tu as des choses un peu de prédilection ou des émotions, tu te dis ah bah tiens, la semaine dernière c'était déjà ça que je ressentais en écrivant? En fait, ça dépend des moments. J'ai eu des périodes où justement l'écriture, c'était l'exutoire parce que c'était des périodes plus sombres, notamment il y a 5 ans où en fait il y a eu pas mal de décès dans ma famille. Et je trouve ça important, même si ce sont des moments difficiles à passer, d'avoir ça écrit
pour se souvenir et pour rendre hommage aussi aux personnes. Et notamment, c'est un peu mon point fort dans ma famille, entre guillemets, c'est que j'aime beaucoup écrire des discours aussi. Et notamment, lors des enterrements, ça me tient à cœur de le faire. Et il y a plein de gens qui me disent à la fin, oh, mais t'as été courageuse d'écrire et de le dire devant tout le monde. Alors que moi, c'est quelque chose qui me semble tellement naturel et ça me fait tellement plaisir de rendre hommage à la personne comme ça. Et que, ouais, c'est juste des mots du cœur, quoi. Et j'ai pas besoin de réfléchir 10 000 ans à quel mot je vais écrire. Ça sort tout seul, quoi. Du coup, tu as une écriture plutôt intuitive, tu te laisses un peu guider par ce que tu ressens. C'est Est-ce ça. que après tu le reprends et que tu remets en forme ou vraiment sur le moment tu laisses sortir Moi, ce que je fais et ce que je conseille généralement, et qui n'est pas facile, hein, c'est justement d'avoir d'abord le côté instinctif avant de ok, qu'est-ce qui me passe par la tête, j'écris tout. Et après de reprendre, parce que forcément un premier jet ne va pas être parfait, il va y avoir des fautes de grammaire, d'orthographe, mais en fait c'est mieux de s'en foutre au début, parce que sinon tu te bloques sur oh là là, mais quel est le mot exact que je veux mettre. Non, parce que ça te bloque dans le processus créatif et de fait c'est pas du tout fluide. Et donc oui, j'aime bien ce côté instinctif, et c'est assez marrant parce que des fois, même quand j'écris de la fiction, je m'inspire forcément de faits réels, mais que je réarrange à ma sauce, quoi. Et que le personnage vit. Aussi. Ouais, tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, t'inquiète pas. Et c'est les personnages qui peuvent vivre d'autres émotions. Après, je te parle de fiction, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien publié de ce côté-là. C'est plutôt les biographies de personnes que j'interroge sur leur vie qui sont imprimées. Mais le côté roman, pour l'instant, voilà, je suis pas encore prête, mais ça va venir bientôt. Et alors la biographie, pourquoi? Comment ça t'est venu de te dire je vais écrire l'histoire des personnes et je vais en faire un livre, quoi? C'était lors de mon bilan de compétences, en fait. J'ai eu une discussion avec ma belle-mère et en fait elle m'a dit, oh, j'ai vu un reportage à la télé, il parlait des personnes qui écrivaient des témoignages de vie. Et je me dis, ah bon, d'accord. Et en fait, j'ai commencé à faire des recherches en posant des questions à des biographes aussi du coin. Et c'est quelque chose qui m'a plu, où je me suis dit, en fait, les compétences que j'ai acquises en tant que journaliste, elles vont pas être perdues comme ça. Parce que c'est comme si je menais une interview, mais beaucoup plus longue. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que généralement, il y avait un côté très frustrant que j'avais dans mon ancien métier, qui était des fois, je rencontrais des personnes aux histoires extraordinaires, mais en fait, ça devait faire qu'un seul paragraphe dans l'article de journal. Genre, mais il y avait tellement de choses à raconter, et cette personne était passionnante, et c'est tellement dommage. Et là, justement, ce que j'aime dans le métier aujourd'hui que je fais, de biographe, c'est de pouvoir laisser le temps à la personne de déposer ce qu'elle a envie de déposer, parce qu'en fait, à la fin, ce sera son livre. Donc en fait, elle peut mettre ce qu'elle veut. Après, il faut juste faire attention à qui elle donne le livre, parce que voilà, qui va pouvoir recevoir et entendre tel ou tel propos, c'est encore autre chose. Mais ça fait du bien de prendre le temps avec les personnes. Et je me sens vraiment privilégiée, en fait, de recueillir tout ça. Il y a même une cliente, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit... mais en fait, vous connaissez plus ma vie que mes proches. Et je trouve ça génial. Ouais. Tu partages des moments vraiment intimes, en fait, avec la personne. Ils se livrent, en fait, aussi sur leurs émotions, sur leur vécu. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment découvrir la personne de A à Z, des fois. Et c'est ça qui est fascinant et que j'apprécie, c'est à quel point les personnes me font confiance dans ce processus-là aussi. Parce que c'est une histoire de rencontre aussi, être avec un ou une biographe. Parce qu'on ne va pas aller prendre n'importe quel professionnel et tout raconter comme ça sur sa vie, parce qu'il y a des histoires qui sont lourdes, qui sont douloureuses. Enfin, il y a des histoires de deuil, de violence, enfin, des choses dans l'enfance qui sont compliquées. Et en fait, c'est pas toujours tout rose. Et il faut pouvoir le déposer, en fait. Est-ce que ces livres-là, ces biographies-là, ont vocation justement à être publiés, distribués, ou c'est plus en guise de mémoire quelle vocation, en fait Il y a les deux, ça dépend des envies aussi des clients. Il y a une partie de clients, effectivement, qui veut garder ça juste pour eux et leurs proches. Voilà, transmission de mémoire familiale. J'ai eu notamment l'exemple d'une dame qui connaissait l'histoire de sa famille, de ses aïeux, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait. Ah ouais. Non, même plus loin, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et il y avait tellement de choses à raconter sur les différentes branches familiales. Et c'était la plus âgée, elle a 70 ans, et c'était la plus âgée de sa famille. Elle se disait, mais je ne veux pas perdre cette histoire-là, il faut absolument que je la partage.
Et il y a une partie d'autres personnes qui ont envie de partager leur histoire de vie. J'ai notamment un client en fait avec qui on a réussi à publier un livre qui s'appelle De mon ombre à ma lumière. Et en fait, il avait envie et besoin de partager son histoire parce qu'il avait un passé de malade alcoolique. Et en fait, il voulait raconter comment il avait sombré dans l'alcoolisme, mais aussi comment il s'en était sorti pour justement aider d'autres personnes dans ces cas-là, en fait. Et il y a un peu tous les âges qui viennent. On a forcément l'image de la personne qui fait appel à moi, qui est assez âgée, qui veut transmettre l'histoire à ses enfants, petits-enfants. J'en ai. Mais j'ai aussi des personnes qui ont 30, 40 ans et qui ont un événement dans leur vie qui a été marquant et qui ont besoin soit de tourner la page dessus et de plus en parler, soit de le partager pour aider d'autres personnes dans cette situation-là. J'ai même une femme qui a eu un cancer des ovaires et en fait qui voudrait alerter sur ça, sur le fait que ça peut arriver quand on est très jeune aussi, parce qu'elle a à peine 32 ans, quoi, à peine 30 ans. Et voilà, sensibiliser à des causes aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler et de faire parler ces différentes voix au travers du livre, c'est génial. Et est-ce que tu as des rituels quand tu écris? Est-ce que tu vois, tu te mets dans une certaine condition ou est-ce que comment tu te prépares à ça? Bah, j'entends beaucoup parler des personnes, il y en a qui disent moi je suis plutôt du matin, moi je suis plutôt du soir, tard dans la nuit, on a l'image de l'écrivain avec sa petite loupiote plein milieu de la nuit. J'avoue que moi j'ai pas forcément de rituel, c'est décevant comme réponse, hein, mais Non, c'est bien, c'est bien. j'ai pas de rituel. Néanmoins, j'ai senti que j'ai évolué au fil des années, c'est-à-dire j'ai démarré ce métier de biographe il y a 3 ans. Et au début, j'avais besoin d'être dans ma bulle totalement, ça veut dire à la maison, dans le bureau, et qu'on me dérange pas. Pas un bruit, rien du tout. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à aller dans un café pour écrire. Ça me permet de rester concentrée, alors que quand je suis à la maison, oh tiens, si j'allais faire un peu de linge et tout, non, non, non. Non, quand je suis au café, bah, en fait, je suis là pour bosser. Ou même dans des espaces de coworking. Et vraiment, c'est ça, c'est de me caler des temps dédiés à ça parce que ça prend beaucoup d'énergie mentale aussi que d'écrire. Enfin, surtout quand on est dans l'histoire d'une personne, dans une biographie, c'est de pouvoir se replonger de nouveau dans les faits marquants et ça prend du temps. Ouais. Et ça prend du temps aussi de réécrire et de se plonger. Donc, je me mets des demi-journées consacrées à telle personne, une autre demi-journée à une autre personne. Et pour mes écritures personnelles, j'ai pas trop le temps en ce moment. Et justement, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans les ateliers d'écriture, c'est de se dédier du temps à ça. Et il y en a pas mal qui viennent aux ateliers et qui disent « Ah, mais ouais, je trouve pas le temps non plus, ou j'arrive pas à m'en dégager pour écrire. » Et le fait de venir sur un atelier de 2 heures, une fois par mois, bah rien que ça, c'est énorme et ça leur permet d'avancer sur leur projet. Il y en a qui viennent avec un projet de roman et qui à chaque fois rajoutent un chapitre dans leur roman en venant aux ateliers. Et d'autres, c'est juste pour le plaisir, mais c'est comme une activité créative ou sportive où tu prends le temps de ça et ça te fait du bien une fois que tu y es, en fait. Ouais, c'est un moment un peu à soi qu'on se réserve. Ouais. T'écris les histoires des personnes. Est-ce que tu arrives à prendre de la distance un peu ou est-ce que émotionnellement ça t'aspire un petit peu? Parce que j'imagine que tu rentres en profondeur dans l'histoire de la personne, quoi. Finalement, c'est une question qui revient assez souvent quand je parle de mon métier et en fait, je me sens à ma place dans cette posture professionnelle, mais qui en même temps est très proche de la personne. Euh, Parce que justement, c'était mon premier client qui me posait cette question-là quand il racontait justement des moments assez sombres de son passé de malade alcoolique. À un moment donné, enfin, à un moment donné, il s'est arrêté de parler. Il m'a dit, mais est-ce que ça va le fait que je parle de tout ça? Et en fait, moi, j'étais dans une sorte de paix intérieure, enfin j'accueille ce qui se passe, mais pour autant, je reste toujours empathique, sans non plus être affublée par plein d'émotions et par plein de sentiments négatifs. Je me sens juste bien à recevoir. Et je dis pas que c'est facile, et je dis pas que tout le monde peut faire ça. Mais moi, c'est là où je me sens bien et dans lequel j'arrive à accueillir tout ça. Parce qu'effectivement, j'entends plein de choses, des enfances difficiles, violentes, des deuils, des trahisons. Enfin, vraiment, il y en a, c'est des séries incroyables, malheureusement, de moments difficiles. Après, il y a une fois où effectivement, ça m'a un peu plus atteinte que les autres fois. C'était en soins palliatifs. Du coup, j'ai été contactée par une dame qui était en fin de vie et qui avait besoin de fait de raconter son histoire avant de partir. Ce qui était dur, c'était pas forcément le contenu de ce qu'elle racontait, quand bien même, comme dans toute vie, il y a des épisodes plus ou moins faciles, mais c'était de la voir petit à petit perdre de sa vitalité.
Mmh. Et ce qui était difficile, c'était de me dire à chaque fin d'entretien, est-ce que je la reverrai la prochaine Mmh. fois? Et de pas savoir si on allait réussir à lui donner le livre en main propre. Mmh. On a réussi à l'imprimer, mais elle n'a pas pu l'avoir entre les mains. Mais après, son souhait, c'était de pouvoir le partager au moment de son enterrement, en fait, de sa cérémonie, de donner le livre comme ça à sa famille. Donc, je sais que cette mission a été accomplie. Néanmoins, c'est plus dur dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, il y a une formation spécialisée pour la biographie hospitalière. Moi, j'ai pas cette formation-là. J'ai tenté par là, mais je comprends pourquoi il y a une formation derrière, maintenant que je l'ai expérimenté, parce que c'est savoir quoi répondre face à la détresse aussi, parce que bah, clairement, j'ai vu cette dame-là pleurer, en fait, et dire j'en ai marre, je veux mourir. Et Ouais, c'est se hyper prendre dur. ça, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je suis censée répondre? Mmh. Parce que je suis pas une proche, je suis pas non plus une professionnelle de la santé, Mmh. je suis entre les deux. Mmh. Mais j'étais là aussi dans ce concept de d'accueillir l'émotion et ce que la personne avait à dire. Et voilà. Est-ce que tu as pensé, toi, à faire ta biographie, du coup, et de raconter toutes tes histoires, de vie? Bah, c'est marrant, je me suis déjà posé la question. Pour l'instant, je ne pense pas. Et je me pose la question de est-ce que ce serait moi qui l'écrirais ou quelqu'un Mmh. d'autre? Parce que je serais très curieuse de faire cette démarche à l'inverse. Parce que je pense qu'avec moi-même, je me foutrais une pression de zinzin. Mmh. De me dire, ah, il faut absolument que ce soit parfait, que ce soit le meilleur livre de l'année, alors qu'en fait, ça n'existe pas, Mmh. la perfection. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Euh, mais ouais, c'est vraiment peut-être quand j'aurai 50 ans, 60 ans, ça me viendra. Et justement, tu dis la perfection n'existe pas dans l'écriture. Est-ce qu'il y a quand même des critères qui fait que ça donne un bon livre? Déjà, est-ce qu'un bon livre, ça existe? Est-ce que c'est pas subjectif finalement? Mmh. Et si oui, bah, quels sont les critères d'un bon livre? Très bonne question. Les critères d'un bon livre, 'fin, c'est déjà effectivement très subjectif dans le fond, c'est-à-dire un sujet va intéresser une autre personne et pas l'autre. Un bon livre, c'est celui qu'on n'a pas envie de décrocher une fois le chapitre terminé. C'est celui qui a un bon début, une bonne accroche. Et c'est celui qui a une fin sur laquelle on s'attend pas. Mais après, je sais pas si forcément j'écris des bons livres, Mmh. pour être tout à fait honnête. Et j'ai souvent eu cette pression de me dire qu'il fallait absolument que j'écrive quelque chose d'extraordinaire. En gros, le syndrome d'être la première de la classe. Parce que j'ai toujours été la première de la classe et je me disais, waouh, c'est que comme ça que je vais réussir dans ma vie. Spoiler, non. C'est pas comme ça. Mais je me dis, du moment que ça plaît à la personne en face, bah, c'est là où j'ai gagné. Et même si c'est pas parfait, bah, ça a été fait avec le cœur, quoi. Mmh. Et comment tu vis le regard des lecteurs et des lectrices une fois que le livre il est écrit? Est-ce qu'ils te font un retour? Et toi, comment tu le vis, en fait? Parce que tu confies, Hmm. bah, ton travail, à la personne finale, quoi, donc Après, il n'y a pas non plus 10 000 personnes qui ont lu ce que j'ai écrit. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a toujours cette pression de ah, est-ce que ça plaît et est-ce que j'ai bien écrit? Parce que en fait, ce qui est difficile avec la langue française, c'est qu'il y a beaucoup de règles de grammaire, d'orthographe et patati patata qui sont assez pénibles en fait à suivre. Et des fois, ce qui peut me chagriner, c'est quand j'ai écrit un livre et qu'après on me dise ah ouais, mais il y avait une faute là, une faute là, une faute là et ça va pas. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, notamment quand j'étais en fin d'études en journalisme. Il y avait un mémoire à rendre et donc aussi un jury à la fin pour, comment on appelle ça déjà? Pour un entretien final, euh, pour la soutenance, voilà. ah oui, OK. Donc à la fin, j'avais ma soutenance pour le mémoire. Et en fait, une des membres du jury s'est juste moquée de mon écriture en disant «Ah, ah, mais là, il y avait une faute de syntaxe. Alors, non, mais là, ça se dit pas du tout, ça, n'importe quoi.» Et c'était ma dernière épreuve avant d'être journaliste et d'être diplômée. J'étais en mode, mais en fait, je suis pas faite pour l'écriture. Je suis pas faite pour ça. L'impact que ça peut avoir, c'est terrible. Mais clairement, et j'ai mis du temps à me remettre de ça et à justement me sentir légitime à écrire. Et donc c'est pour ça que j'essaie de relativiser aujourd'hui et de me dire, ok, il y aura peut-être des fois une ou deux fautes qui vont traîner, mais c'est ok du moment que le message a été entendu. Mmh. Et c'est ça que je dis aussi, notamment dans les ateliers d'écriture, c'est j'en ai rien à faire de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, je suis pas là pour ça, mais du moment que vous prenez plaisir à écrire et que l'histoire vous plaît, bah, en C'est le fait, principal. c'est ça. Parce que la langue française est beaucoup trop exigeante. Et j'ai pas envie d'être dans ce côté élitiste Mmh. de l'écriture, en fait. Tu peux la rendre accessible, du coup, pour tout le monde. C'est ça, tout à fait.
Trop bien. Bah écoute, on arrive quasiment à la fin de Waouh! l'épisode. J'ai une dernière question pour toi. Déjà, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer à écrire et qui n'osent pas franchir le cap? OK. Heu, Peut-être participer à un atelier d'écriture, peut-être un de mes ateliers d'écriture. Voilà, je pose ça là. Non, vraiment se lancer, que ce soit en solo ou en atelier d'écriture parce que, comme je disais, l'avantage de l'atelier d'écriture, c'est que ça met, 2 heures dans l'agenda Mm. et tu sais que quand tu es inscrite quelque part, T'es obligé d'y aller. voilà, bon, sauf impératif de dernière minute, qui arrive à tout le monde, mais ça t'oblige à le faire. Et après, seul et bah, c'est un peu, mettre son cerveau de côté et pas se foutre la pression d'écrire la chose parfaite et on peut trouver l'inspiration dans plein d'endroits différents. Des fois, il suffit juste de sortir de chez soi, de se mettre en bord de Loire, c'est hyper Mm. joli et de se laisser porter par, un mot qui nous vient en tête et hop, dérouler le fil, un peu comme de l'écriture spontanée finalement. C'est un exercice que je peux conseiller là, c'est par exemple d'écrire 45 minutes mais non-stop sans justement regarder l'orthographe, la grammaire, mais juste écrire, 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 écrire. Et puis tu verras après pour le côté reformuler certaines phrases et tout, mais prendre le temps de ça pour que ça fasse du bien. Déjà, c'est énorme. Trop bien. Je vais tester aussi. Trop Ça m'a cool. donné envie. Tu me diras. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est si tu pouvais écrire n'importe où dans le monde, en ce moment précis, ce serait où et avec quoi comme boisson à côté de toi? J'adore cette question parce que vraiment, c'est un rêve que j'ai. J'espère qu'il se réalisera un jour. Ça me semble un peu une lubie, mais j'aimerais beaucoup avoir une petite maison au milieu des Highlands en Écosse Mm. ou au milieu de l'île de Skye, au choix. Highlands ou île de Skye. Un petit cottage où j'ai une vue sur un lac ou une montagne et avec un thé. Parce que le thé, c'est ma vie. Trop bien. Et de pouvoir écrire et justement d'avoir une vie hybride comme ça où je peux rester et en même temps à Tours et avoir cette porte d'entrée vers l'étranger et notamment l'Écosse. Trop bien. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était trop chouette. Bonne journée. À toi aussi, salut.